BFM Business. Le focus de Tech & Co. Focus sur les objets connectés ce soir. On est avec le patron de Blue Linea, Laurent Levasseur. Laurent, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Cédric Hutchings pour WeThings, vous êtes le directeur général. Cédric, bonsoir. Bonsoir. Arnaud Cassagne, Nomios, vous êtes le directeur technique donc, de cette société de conseil. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Et puis Frédéric Berger qui est avec moi ce soir pendant une demi-heure. Frédéric, salut. On évoque ce soir, c'est vrai, les objets connectés qui envahissent, nous dit-on, notre environnement. Alors à quelle vitesse? On ne sait pas encore trop parce que tout le monde ne communique pas forcément de manière très transparente là-dessus. On verra si c'est le cas de nos invités ce soir. Oui, cette diffusion-là, est-ce qu'on en fait un peu trop ou pas? Non, enfin, à vitesse. On est sur un marché balbutiant, donc les études de marché sont pas forcément fiables. Les mesures qu'on a, les constructeurs regardent leurs chiffres, certains, donc c'est pas si simple. On va prendre un chiffre de GfK qui a dit en valeur que le marché français, je crois, était de 150 millions d'euros en 2014. Il avait doublé par rapport à 2013. C'est pas très dur quand on part de bas, mais bon, c'est un chiffre comme l'autre. Le Deloitte, en début d'année, a évoqué le fait qu'il y avait à peu près 2% de la population française qui avait accès à une montre connectée. Donc 2%, ça fait un petit million de Français qui ont acheté ou qui ont possédé ou touché une montre connectée. Donc ça, c'est un chiffre intéressant. Ils ont pu la voir dans un magasin, c'est tout. Voilà. Et puis, donc ce sont des chiffres qui donnent une idée aussi du potentiel qui reste. On est encore très loin de couvrir toute la population. En gros, ce marché, il part 20 ans après les mobiles. Les mobiles, ça y est, on a un marché mature, presque saturé. Les objets connectés, on en est loin. Donc le jour, effectivement, où monsieur tout le monde achètera un objet connecté, on pourra dire que le marché a vraiment décollé et a atteint sa phase de maturité. On y viendra peut-être, sûrement. Est-ce qu'il faut accélérer notamment sur la distribution, sur les réseaux? Alors oui, c'est un bon sujet parce qu'effectivement, si monsieur tout le monde doit acheter un produit d'ici peu de temps, où va-t-il se procurer? Son réflexe naturel, ça va être d'aller chez un distributeur spécialisé, plutôt, comme on l'a fait pour la mobilité en son temps. Donc il va aller chez un Darty, Boulanger, Fnac. Et là, effectivement, je pense que c'est pas si simple que ça pour ces chaînes de vendre ces produits, notamment les produits de santé, on en parlera. Vendre quelqu'un qui vous dit, voilà, je voudrais un dispositif connecté qui me permet de mieux dormir. Est-ce que vous allez lui vendre un suiveur, un tracker de sommeil, un objet qui va suivre son sommeil, ou est-ce qu'il va chercher une application qui va lui dire le bon moment pour s'endormir, avec un capteur qui va lui dire voilà, maintenant vous pouvez vous endormir dans les un quart d'heure, par rapport à votre cycle, c'est bien. C'est pas la même chose. Est-ce qu'on vend un tensiomètre comme on vend une montre connectée? Un tensiomètre, c'est un produit un petit peu délicat, c'est lié à un paramètre compliqué et important qui est la tension artérielle. Donc voilà, donc c'est pas toujours simple de vendre. Je crois qu'il y a un gros effort de formation des vendeurs aussi dans ces enseignes qui devraient être faits pour assurer cette vente. Frédéric, vous ne parlez pas des boutons connectés? Oui, alors taxi, ça c'est intéressant. Darty qui sera avec nous la semaine prochaine aussi, ont leurs boutons. Voilà, alors les boutons connectés, c'est quoi? Pour moi, c'est de la low-tech, on va dire de la technologie rudimentaire. On appuie, en fait, c'est un coup de fil. C'est une façon intelligente peut-être de prendre les Français par la main, ceux qui sont rétifs aux nouvelles technologies, en leur disant voilà, les objets connectés, c'est simple, ça vous permet de commander. Regardez, vous appuyez dessus. Amazon. Pas de mode d'emploi. Amazon l'a fait, Darty, Taxi Bleu. Je pense que c'est une façon intelligente pour ces enseignes, bien sûr, de rendre leurs clients captifs. Ça, c'est le budget de marketing, mais aussi peut-être d'amener les Français rétifs aux technologies au concept de boutons connectés. Donc, c'est plutôt à encourager ce genre d'initiative. On a un expert ce soir avec nous, Frédéric, un expert. Et puis, deux acteurs, Blue Linea et WeTings, un champion français, WeTings. Bon, tous les deux, c'est un peu la santé que vous avez choisi. Vous attaquez comme ça les objets connectés, la santé au sens large, j'entends, Cédric. Oui, exactement. Donc c'est tout ce qui a trait à mon comportement santé, au suivi, à l'amélioration de ma santé. Je pense que vous avez juste touché, je trouve, la question des usages. En fait, la connexion des objets, c'est une transition technologique qui va toucher un grand nombre d'objets, y compris ceux qu'on connaît déjà. Mais c'est pas un marché en soi. Et ce qui est en train de se dessiner, et notamment dans le domaine de la santé, c'est qu'il y a des nouveaux usages qui sont permis par la connectivité, et il y a des marchés. La santé connectée est un marché. Et vous êtes sur plutôt ce qu'on appelle le quantified self. Alors, on a appelé ça, je dirais, presque il y a quelques années, le quantified self, c'est-à-dire la capacité à chacun de mieux contrôler un paramètre simplement en le mesurant. Donc c'est bien connu, on contrôle ce qu'on mesure, et le quantified self a été un mouvement, je pense que c'est déjà dépassé, puisque ça renvoie parfois à des comportements un peu obsessionnels sur je quantifie tout ce qui m'entoure. L'idée des objets connectés dans la santé, c'est au contraire d'avoir des objets qui sont extrêmement discrets, qui ne vont pas demander des choses extraordinaires. On fait des balances connectées, on ne demande pas à nos utilisateurs de tirer une antenne ou de docker son téléphone pour récupérer les données. On l'utilise comme on utilise une bonne vieille balance, on monte dessus de temps en temps, mais on va être accompagné
l'accompagner de manière un peu différente et d'ailleurs on le prouve, on va changer son comportement relatif à sa santé, à son poids. Donc l'idée c'est d'avoir des objets discrets, sans friction comme disent les Américains, qui ne vont pas crier leur aspect technologique, mais être beaucoup plus intelligents dans les services qu'ils apportent. Bon, vous chez Blue Linea, c'est pas la même approche, c'est pas du Quantified Self ou ce qu'il y a eu après, c'est plus ce qu'on a à la maison, chez soi ou d'ailleurs, mais Sébastien, bien au contraire. Nous, on se présente comme un opérateur d'objets et de services connectés. Sans Cédric, sans Weezing, on n'aurait pas pu lancer certaines offres. Mais dès le début, nous on se connaît depuis 2011, on a commencé à intégrer les solutions de Weezing. Au départ d'ailleurs, à cette époque-là, le monde des objets connectés n'était pas aussi riche qu'aujourd'hui. Et quand on a fait le choix des produits Weezing il y a maintenant quasiment 4 ans, c'était un choix assez rigolo. Oser choisir des Français à l'époque. Et je me rappelle, à l'époque, Weezing était peut-être plus petit que Blue Linea aujourd'hui, mais vous étiez quoi, une vingtaine et nous on était 6 ? C'était ça à peu près. Voilà. Et aujourd'hui, on passe le cap des 100 personnes chez Blue Linea, et vous ? Et on passe les caps de 10 fois ce chiffre de 20. Bon, dans les 200, voilà. Donc on a grandi. Et alors, pour en revenir à quoi ? Nous, chez nous, on s'est intéressé à transformer cette technologie en service. Donc très vite, quelle est l'utilité de l'objet connecté ? Et on a choisi et on a trouvé un premier marché, c'est ce qu'on appelle la Silver Economy. On s'est intéressé aux Silver, aux personnes en perte d'autonomie. Et c'est là où on a pu développer des solutions pour les personnes Alzheimer, des bracelets de géolocalisation. On a pu s'intéresser à du service à chaque fois et on a créé un bouquet autour du foyer de ces Silver qui permet de faire un 360 degrés et qui permet quoi ? Qui permet de répondre juste à une question assez simple, un souhait de 90% des seniors aujourd'hui, rester le plus longtemps possible chez eux. Donc il est très âgé, mais aussi quand on va sur votre site, on tombe sur un bébé. Oui, alors. Il est tout petit. Parce que c'était la genèse de Blue Linea. L'idée de départ, en fait. L'idée de départ, c'est des petits bracelets pour éviter les kidnappings et les échanges des bébés dans les maternités. Ouais. Cette offre continue à fonctionner. Ça marche sérieusement ou pas ? Oui, je sais pas, marche. On est jeunes parents, on dit est-ce qu'on va foutre tout de suite là, alors que nous-mêmes, on n'a pas forcément franchi le pas. Comme ça, un bracelet connecté. Alors, un nourrisson. C'est connecté en quoi ? En Bluetooth C'est un bracelet qui est connecté dans la maternité de l'hôpital, qui sort pas de la maternité de l'hôpital, qui va pas au domicile, et qui permet durant les 4, 5, 6 jours que va passer un nouveau-né dans la maternité, d'être certain qu'il est toujours avec ses parents, et que c'est toujours le bon bébé, et qu'il n'a pas été ou échangé, ou qu'il n'a pas fait l'objet d'une extrusion, c'est-à-dire d'un kidnapping. Donc pour les parents un peu parano, ou dans des endroits où c'est pas très safe, là ça peut répondre à une vraie demande. L'année dernière, en France, on estime qu'il y a eu une 12aine d'enlèvements. Sur ces 12 enlèvements, un quart, c'était la famille, des conflits familiaux. Une moitié, c'était des tiers ou différents éléments. Certains ont été médiatisés. Et puis, on peut aussi avoir du personnel qui, tout d'un coup, quand elle aperçoit une famille dans un cas très complexe, va se dire, je vais peut-être garder le bébé plutôt que de le laisser dans une famille qui a peut-être dans une certaine urgence sociale. Donc il y avait une vraie demande quand même. Oui, mais c'est pas là où aujourd'hui les objets connectés sont le plus présents. Nous, depuis la création de Blue Linea, on a déployé plus de 110 000 objets connectés, à la fois à domicile ou dans des établissements. Aujourd'hui, ce qui fait que Blue Linea existe, c'est surtout sur la Silver Economy. Aujourd'hui, on a 13 500 abonnés à nos services, 13 500 foyers de Français équipés, des personnes âgées, et plus de 500 maisons de retraite équipées aussi, où on équipe des personnes âgées. Et vous êtes coté en bourse depuis une grosse année. Alors, on est sur Alternex depuis maintenant une grosse année. Notre cours va plutôt bien. Notre développement est au rendez-vous. L'année dernière, on a au-delà du cours d'introduction. Oui, tout à fait. Oui. On fait partie des. Regardez les techs, regardez Twitter et retombez à son introduction. On a été introduit en dessous de 7 € et ce matin on était à 8,40 € et on était passé à 9,70 €, mais il y a eu un petit lundi un peu compliqué, je crois, en début de semaine. Les marchés mais ça se reprend. Weezing, la bourse, c'est pas pour tout de suite, vous n'avez pas besoin, tout va bien. Non, c'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. Bon. Je finis mon tour de table, et Frédéric, je reviens à vous aussi. Je suis sûr que comme moi, vous bouillonnez, vous avez plein de questions. Arnaud Cassagne, donc pour Nomio, société de conseil, ce marché-là, est-ce que quand on vous écoutez les IDC, les Gartner et les autres, on en fait trop? Enfin, on est peut-être trop optimiste, ou au contraire, c'est une révolution et on n'a pas encore pris la mesure de ce qui nous attend?
Non, au contraire, c'est une vraie révolution aujourd'hui. C'est la nouvelle révolution après Internet finalement. On va enfin utiliser ce réseau d'ampleur pour interconnecter tous les particuliers, les entreprises. Là, on a parlé de cas de particuliers principalement pour WeThings et pour Blue Linéa. Mais il y a aussi toute la partie entreprise. Il y a Deloitte qui a publié une étude il n'y a pas très longtemps qui prévoit que 60% des objets connectés seront utilisés en entreprise. Il y a beaucoup de cas d'usage qu'on ne voit pas forcément au quotidien, mais qu'on retrouve dans le cadre des transports, de la logistique, dans le cadre de la santé, bien évidemment. Et donc tout ça sont des cas d'usage qu'on retrouve en entreprise. C'est peut-être ça l'info, Frédéric. En fait, on en fait beaucoup sur les montres, enfin bon, ça va pas faire plaisir à Cédric, mais sur les wearables et tout ça, alors que c'est peut-être les 2 tiers du business, ça sera du B2B, quoi. Oui, ça sera dans notre univers, notre quotidien quand même, mais... Oui, non, c'est sûrement peut-être. Ce qui est intéressant dans ce qui a été évoqué, c'est aussi le fait qu'un objet connecté doit générer ou peut générer un revenu récurrent, comme la téléphonie mobile, si j'ose dire, c'est le modèle opérateur. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'objets connectés qui ne génèrent pas de revenus récurrents, qui ne génèrent pas de revenus d'abonnés. Ça peut être un problème, ça peut être un marché éphémère. Et effectivement, dans le cas de Blue Linéa, vous avez réussi à associer un objet connecté à un revenu récurrent. Je pense que c'est une des clés du décollage de ce marché. Chez nous, ça a été assez simple. On a réfléchi à transformer la technologie en service. Donc ça a été la phase 1. La phase 2 a été de rencontrer son marché. Et là, on s'est simplement inspiré du marché des smartphones. C'est-à-dire, j'ai un abonnement à un service dans lequel l'objet connecté est financé au fil des mois. Et puis, la troisième étape aujourd'hui, c'est de pouvoir axer nos actions sur des marchés de plus grande ampleur. Le premier marché qu'on a développé et qu'on est en train de développer, c'est l'EHPAD à domicile, la maison de retraite à domicile, ce que je disais, ce 360 degrés. Et là, c'est amusant parce que j'ai failli arriver en retard, je suis désolé, j'étais aux universités du MEDEF, où on était présent avec 2 partenaires. Un partenaire qui s'appelle Apicil. Apicil, c'est une première. On a fait une augmentation de capital en forme de placement privé il y a en fin mai, et pour la première fois en Europe, je dis en Europe parce que je ne sais pas ce qui se passe toujours aux États-Unis, mais pour la première fois en Europe, on a un groupe de protection sociale, une mutuelle qui est à la fois mutuelle et caisse de retraite, Apicil, c'est le 5e français, qui a investi et qui est rentré au capital de Blue Linéa, d'un opérateur d'objets connectés, tout simplement parce qu'après avoir créé un observatoire dans lequel on a pu juger et on a pu s'assurer de l'efficacité et de l'opportunité d'équiper des personnes en entreprise ou en retraités d'objets connectés, de les suivre pendant quelques mois, d'assurer un suivi psychosocial, on arrivait à les rendre dans un meilleur état. On arrivait à leur apporter véritablement un bien-être ou un bien vieillir. Et du coup, Apicil, ce groupe de protection sociale, a investi à deux niveaux. Ils parlent d'investissement stratégique pour eux. À la fois pour l'entreprise, comment travailler à la mise en place d'outils et de packs qui permettent par exemple de travailler sur la prévention du burn-out, sur la prévention des risques psychosociaux. Et là, on s'est associé à un partenaire qui est une jeune start-up qui s'appelle Lemon Fab et qui était présent aussi aux universités du MEDEF. Et à côté... Comme nous, on y était évidemment. Exactement. Et juste à côté, donc sur le stand Apicil, nous avions la possibilité, nous avions présenté déjà dès le printemps les entrepreneurs à Lyon, bien sûr, des packs qui permettent d'accompagner des salariés qui deviennent retraités. C'est tout bête. On leur met un tracker de chez WeThings, une petite valisette avec un tracker de chez WeThings. Pendant 3 mois, on va les accompagner à devenir salariés à retraités. Pendant 3 mois, on va permettre à ces personnes de se réinventer. Pendant 3 mois, on va les accompagner. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en France, c'est souvent à ce moment-là où il y a le plus de divorces. C'est pas à la quarantaine. Il y a encore une autre étape à franchir. C'est la rentrée en retraite. Oui, on se retrouve ensemble tout le temps. C'est là où il y a beaucoup de suicides aussi. Ouais. Et on sait que pour les mutuelles, c'est des facteurs de risque importants à 5 mois, à 5 ans, à 10 ans en termes de consommation de frais médicaux. Et donc autant aborder du bon pied cette phase, par exemple avec eux, et comment c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple, Laurent, merci. Et puis Cédric, avant la pause, là, dites-nous comment vos produits, enfin outre ceux que décrit à l'instant Laurent, les montres, vous étiez venu nous les présenter, comment elles vont, est-ce qu'il y a un avant, après Apple Watch aussi, Est-ce qu'il y a eu un appel d'air? On n'est pas sur le même marché de l'Apple Watch, bien sûr, mais on les a fait connaître. On se met sur les mêmes poignées des gens, mais on est vraiment sur à mon avis, ce nouveau marché des trackers d'activité qui consiste à faire des objets qui ne crient plus l'aspect technologique. Il ne s'agit pas d'avoir un écran autour du poignet, mais une montre comme celle que je porte, sur laquelle en fait vous ne pouvez pas deviner qu'elle va traquer de manière intelligente mon niveau d'activité dans la journée. Elle va analyser
la qualité de mon sommeil, elle va aussi loguer, enregistrer mes sessions de course ou de nage et rapporter toutes ces informations dans mon téléphone. Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent à la radio, il y en a encore à cette heure-là, effectivement c'est une belle montre, fine et tout ça, mais elle n'est pas vert fluo, voilà, une montre pas d'écran comme ça en apparence de semble normal. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on sait déjà sur ces trackers d'activité, c'est qu'ils peuvent parfois générer une certaine... les gens délaissent ce type de produit après quelques semaines, quelques mois, parce qu'ils amènent beaucoup de contraintes, ils doivent être rechargés par exemple tous les 2 jours, ils ne peuvent pas toujours être vus au soleil et ils ne sont pas étanches. Ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment cette nouvelle génération d'objets qui ajoute plus de nouvelles contraintes, qui est étanche, qu'on ne recharge pas, c'est 8 mois d'autonomie, on n'a pas besoin de se mettre à l'ombre pour lire l'heure, et on ni d'appuyer sur un bouton, ni faire un geste spécifique. Et tout ça, ce sont des points très très importants d'un point de vue de quel est le prochain marché. Le prochain marché, on est dans une émission donc technologique, mais c'est les personnes qui ne vont pas acheter un objet technologique, mais un objet qui rend des nouveaux services tout simplement. Mais vous ne me répondez pas là. Il y a un avant ou un après Apple Watch pour tant que vous, acteur français qui produit et qui démontre. On n'est pas donc la réponse est non. Il y a des effets positifs puisqu'on fait des objets qui ont maintenant des nouvelles applications qu'on trouve directement sur l'Apple Watch. Donc c'est aussi, ça a été un moyen de promotion supplémentaire de nos objets et de renforcement de notre partenariat avec Apple. Aujourd'hui, si vous voulez, la guerre part de marché Apple versus Withings, elle est quand même suffisamment déséquilibrée pour pas que je ressente directement l'effet de l'Apple Watch sur notre marché. Vous restez avec nous, messieurs. On parle effectivement des objets connectés pendant encore un petit quart d'heure. Le hashtag, comme tous les soirs, TechCo, T-E-C-H-C-O. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Avec nos invités ce soir, Cédric Hutchings, CEO de WeThings, les objets connectés, Laurent Levasseur, président de Blue Linea, les wearables, je ne sais pas comment on appelle ça, oui, les objets connectés pour notamment les personnes du 3e, 4e âge, personnes dites vulnérables, et puis le directeur technique de Nomios, société de conseil, Arnaud Cassagne. Frédéric Berger est avec nous. Frédéric, ça réagit sur Twitter. Thomas là qui me dit les avantages des montres WeThings, c'est qu'elles sont simples, discrètes, donc efficaces au niveau du design. Bon, ça va vous faire plaisir, Cédric. C'est ce qui plaît à vos clients, j'imagine aussi. C'est juste, et c'est ce qu'on a cherché à faire, donc ça nous fait. Pour une centaine d'euros. Il y a plusieurs modèles, mais ça commence à une centaine d'euros. Ouais. Voilà, on n'est pas effectivement sur le même marché qu'Apple. Oui, et parfois aussi. Le défi est de faire savoir tout ce que fait cet objet, alors que c'est pas criant en le voyant. Donc c'est parfois un défi. Donc, je pense qu'on peut peut-être revenir sur cette question justement des réseaux de distribution, parce que ça peut être, notamment pour les marchés grand public. Est-ce que les réseaux de distribution ont fait leur révolution? Je pense qu'il y a des réseaux qui se mettent en place, des réseaux un peu comme il y en a eu dans la téléphonie mobile. Est-ce que ce développement de nouvelles boutiques d'objets connectés qu'on associe souvent à la téléphonie est un plus? Est-ce que les vendeurs se seront bien formés à vos produits? Est-ce qu'au contraire ils accueillent bien le client, puisqu'effectivement qui demande des conseils, parce que c'est des produits qui demandent des conseils, ça se vend pas comme une montre connectée, une montre de santé, enfin un dispositif de santé se vend pas comme un téléphone mobile maintenant. Oui, tout à fait. Et les exemples que vous avez donnés tout à l'heure sur un tensiomètre connecté, un tensiomètre s'achète comme un tensiomètre, et je pense que ça va être de plus en plus vrai. Donc, je pense que en particulier en France, on est dans une phase encore de découverte, d'achat technologique, et il y a des boutiques, des réseaux qui se sont construits sur cette notion d'objet connecté. Très honnêtement, je pense que de moins en moins, on va avoir des personnes qui vont se lever le matin en disant j'ai besoin d'un objet connecté. Donc je pense que le challenge, c'est que ces objets connectés vont se dissoudre, mais au sens positif, dans des réseaux existants. Un exemple, mais justement qui n'est pas en France, un de nos réseaux les plus importants aux États-Unis sur des produits comme la balance, c'est une chaîne qui s'appelle Bed Bath & Beyond. Ce n'est pas une chaîne technologique. Ça serait comparé à une chaîne en fait de petits matériels de la maison ou voire de mobilier. Et en fait, on est déjà dans cette phase où l'objet peut être présenté à côté d'autres pèse-personnes. C'est un pèse-personne qui apporte des nouveaux services. Aujourd'hui, on est encore dans une concentration très très technologique, mais avec les challenges qui est que vraiment l'exemple que vous avez donné est très criant. Vous allez dans une de ces distributeurs spécialisés avec une problématique de sommeil. Sommeil, oui, typiquement, oui. Il y a une vraie question de formation. Donc on est encore dans une phase très de découverte. Oui, parce que les gens peuvent s'inquiéter
légitimement. Est-ce que le capteur que je vais avoir ne va pas m'empêcher de dormir, tout simplement, alors que le but c'est de vérifier la qualité. Est-ce que le thermomètre, si j'ose dire, du sommeil ne va pas être l'empêcheur de tourner en rond? C'est que faire un objet connecté, c'est pas faire un gadget connecté. Lorsque vous faites un objet qui prend une mesure, la première intégration, et a fortiori dans le domaine de la santé, c'est est-ce que c'est un objet qui fait une mesure de tension artérielle juste, de poids, de masse corporelle, qui est juste, efficace, qui a passé les fourches codines légitimes dans ces marchés. Donc c'est des objets qui sont régulés. L'autorisation de mise sur marché il y a une autorisation de mise sur marché d'un tensiomètre sur tous les marchés en Europe, aux États-Unis. Donc il faut le savoir, ce ne sont pas des gadgets connectés. Laurent Levasseur, Blue Lineal, là-dessus. Nous on l'a vécu aujourd'hui. En fin de compte, quand on a commencé à s'intéresser aux objets connectés et aux services qu'ils pouvaient rendre, on s'est très vite aperçu qu'il allait y avoir deux catégories d'objets connectés. Ceux qui sont dans l'urgence, ceux qui gèrent des situations d'urgence, détecteurs de chute, bracelets de localisation pour personnes Alzheimer, des boutons d'alerte, capteurs de température. Là, on a, nous, mis en place, et on a dû mettre en place une plateforme H24, 7/7, avec des psychologues salariés, des sociologues, qui rentrent en contact avec la famille, avec la personne, pour pouvoir, dès le déclenchement d'une alerte ou dès la détection de certaines situations inquiétantes, de pouvoir tout de suite vérifier quel était l'état et activer un réseau d'entraide. Ça va du voisinage au service de secours. Donc là, il faut ça a été important. Voilà, sous une forme d'abonnement. Et il a fallu protocoler ça. La téléassistance, c'était les prémices de ce type d'usage. Et par exemple, dans début septembre, on va annoncer une nouvelle offre de téléassistance à domicile, nouvelle génération. Parce qu'il est temps de rentrer dans de nouveaux standards, et des standards qui sont européens. On ne va pas en dire plus, mais ça fait partie de nos... On aime bien les choux, il n'y a pas de souci. À côté de ça, à côté de ça, il y a des suivis de maladies chroniques, suivis de situation. On est dans le bien vieillir, on est dans l'accompagnement. On est dans quelque part à la fois accompagner les aidants, accompagner les familles, et aussi travailler sur le niveau de fatigue et ce genre de situation. Et là, on n'est plus dans l'urgence. Là, on est plus dans l'interprétation, dans des informations qu'on doit agréger. Et là, c'est un autre accompagnement, mais il a fallu là aussi développer une notion de proximité, une notion d'accompagnement. Et concrètement, et c'est très juste ce que venait de dire Cédric, c'est l'usage avant tout qui prime. Je peux vous assurer, et ne m'en veux pas Cédric, mais quand on va délivrer un tracker d'activité à une personne âgée, elle ne sait même pas que Cuisine existe, cette personne âgée de 87 ans. Par contre, elle va conserver cet objet dans notre service parce qu'il va être le moins stigmatisant possible. Il va se faire oublier le plus vite possible. J'en ai un sur moi, il est dans ma poche. Vous vous souvenez tous l'année dernière, tout le monde avait des bracelets noirs, tout le monde les montrait. Ils ont tous disparu. Pourquoi? Parce que c'était à la fois stigmatisant et à la fois une information sur son intimité. Tiens, tu regardes comment tu vas mieux, ou ce genre de choses. Ça, c'est dans une poche, c'est caché, c'est quelque part. Et ça s'oublie. Et du coup, ça reste là. Et ça suit aussi bien le sommeil que la journée. Et c'est des éléments comme ça qui nous ont intéressés. Par exemple, je vais faire un peu de pub pour Cédric, Aura, je ne sais pas quel est aujourd'hui le taux de pénétration des produits, mais nous on adore. C'est un système qui se met sous le matelas et qui va suivre le sommeil d'une personne âgée et qui va donner plein d'indications. Elles peuvent être même deux dans le lit et les deux personnes seront suivies. Et à aucun moment on est intrusif. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces données, elles arrivent sur nos plateformes. On en voit à l'image. Elles arrivent sur nos plateformes où il y a des personnes habilitées à recueillir ces informations, à les partager avec des soignants, par exemple, et elles n'arrivent pas nécessairement sur le petit-fils, ou auprès du petit-fils, ou directement sur le conjoint. Elles vont arriver là, des personnes, l'information est importante. Ça nous fait beaucoup d'applications, et c'est très clair. Merci Laurent ce soir. Arnaud Cassagne, donc pour Nomios, donc la boîte de conseil dans laquelle vous travaillez. Et quand on a ces exemples-là, et on aurait pu en inviter plein d'autres, sauf que bon, les places sont limitées dans le studio, donc voilà, il fallait bien faire une sélection. Vous êtes d'accord avec le FT là, qui au cœur de l'été dit oui, la France, partie de rien, et maintenant la deuxième nation des objets connectés, juste derrière les États-Unis, et très loin devant les Allemands, devant les Britanniques aussi, qui ont pris du retard. Aujourd'hui, on est reconnu au niveau mondial. Dans tous les shows américains, on voit des startups françaises qui pullulent. C'est une très bonne chose. La BPI a investi massivement il y a quelques semaines dans 40 sociétés. Vous avez tous les deux la BPI au capital ou pas? Non. Non? Oui. WeThings, oui. Ok, bon, 1 sur 2 alors, 50%. Ouais, pas en bourse, sur le marché.
Et aujourd'hui, on aurait tendance à dire cocorico. Quand on voit que Technicolor veut racheter la division Internet des objets de Cisco, c'est juste génial. Et c'est plus qu'un rachat, c'est une synergie entre deux équipementiers. Pourquoi ils les vendent? Pourquoi Cisco se désengage? Parce que Cisco, à mon avis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais va plus se concentrer sur la partie infrastructure, la face cachée de l'iceberg. Donc revenir sur leur cœur de métier, comme ça. Leur cœur de métier, ils sont là-dessus, ils sont très bons, ils sont bons sur la sécurité aussi, ils vont s'intéresser à la sécurisation de ces environnements-là. Là où Technicolor va plus se focaliser sur, à mon avis, le terminal, ce qu'on va retrouver côté faire aussi. On peut doubler les Américains, soyons fous, ou c'est un peu tôt là? On croise des doigts, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, est-ce que Withings peut doubler Apple, par exemple? C'est pas gagné. Mais sur les... Apple, ça va prendre un peu de temps, mais non, mais je pense... Apple l'affirme, mais sur les objets connectés, c'est pas... On a les pas téléphones de en côté. fait, sur l'état d'avancement. Il y a des situations, il y a des acteurs donc technologiques. Il y a une situation de marché qui est parfois un peu à la traîne en France. Donc c'est très important pour ces sociétés françaises qui ont pris de l'avance technologique sur le développement de leurs solutions d'aussi s'exporter très rapidement. Mais encore une fois, on n'a pas à rougir et à simplement se dire qu'on vise la deuxième place. Regardez Fitbit, donc les bracelets connectés américains, vous connaissez mieux que moi j'imagine. Fitbit là, ils ont vendu 4,5 millions de produits au T2, Apple 3,5 millions. Donc déjà c'est vrai qu'Apple là, c'est une entrée, alors forcément Apple est mondialement connu, on en parle depuis longtemps, hein, et d'ailleurs ils l'ont repoussé la sortie de cette watch, donc il y a eu un appel d'air aussi. Il faudra voir ce que ça fera dans la durée. J'ai personnellement assez peu d'inquiétude sur le succès à long terme de l'Apple Watch. Donc vous l'avez cité, c'est vraiment c'est la première génération. C'est déjà ce qu'on peut considérer comme un succès qui est phénoménal par rapport à tous les autres produits de cette même catégorie, des smartwatches, qui sont un peu des extensions de téléphone, encore une fois sur le poignet. Et c'est certain que les générations suivantes sont déjà dans les tiroirs et que ce succès va s'amplifier. Il y a de la place, peut-être pour vous Arnaud, pour tout le monde, ou rapidement ça va faire comme la bataille Apple-Samsung là, sur chaque device, chaque segment, il y aura 2-3 acteurs et puis derrière quelques miettes quoi. Il y a tellement de segments qu'il va y avoir beaucoup de place. Après, sur chacun des segments, il n'y aura pas 50 acteurs, sauf si c'est un très gros segment de marché. Je pense au domaine de l'automobile, par exemple, ou dans le domaine de la logistique. Donc, c'est des choses qu'on voit moins souvent. Mais après, sur d'autres segments de marché, sur les montres, oui, je pense qu'il va en rester 2, 3, peut-être 4. Il va y avoir Apple et Samsung qui vont se tirer la bourse sur les montres avec des écrans et avec tout un tas d'applications. Vous préférez quoi? Je vois que vous avez la watch à votre poignet, là. Eh ben, la semaine, la watch pour travailler et le week-end, une montre traditionnelle. Ça, c'est possible, ça, on arrive à lâcher la watch alors? Alors les premières semaines c'est un petit peu dur, le week-end on a encore le réflexe d'appuyer sur l'écran pour essayer de voir ses notifications, ce qui est un peu débile sur une montre à cadran, mais j'en ai fait l'expérience, donc voilà, ça arrive les premières semaines. Nous on a commencé les premiers tests autour de l'Apple Watch et autres, et il y a un critère qui n'a pas été pris en compte, c'est le critère affectif. On a tous un lien affectif avec sa montre. Et quand j'ai vu l'Apple Watch, moi je me suis dit tiens, ouais ok. Et je me suis dit tiens, j'en veux pas. J'en veux pas aujourd'hui parce que j'ai pas trouvé l'application. Et cet été, je suis avec mon fils. Évidemment, vous pouvez imaginer à quel point il peut facilement accéder aux objets connectés en tout genre. Et je lui en fais tester un pendant 15 jours. Et au bout de 15 jours, je le vois réapparaître avec sa montre. Et je lui dis qu'est-ce que t'as fait de... Il me dit elle me manquait. Et souviens-toi, c'est toi qui me l'as offert. Et j'ai dit, elle te manquait ta montre? Ouais, elle me manquait. Et ça, sur critère affectif, vous venez de le citer. Week-end suivi. Et nous, on s'est aperçu d'une chose, donc c'est pas mort. Et la vraie cible, du coup, c'est peut-être ceux qui n'ont pas de montre, qui ne portent pas de montre. Il y en a quand même beaucoup, il y a encore beaucoup d'autres. Non, on s'est aperçu d'une chose. Oui. On le voit avec les solutions de Withings. Dès lors que la personne y trouve une utilité liée, par exemple, à son état de santé, pendant 3 mois, pendant 6 mois, on doit pouvoir mesurer tel et tel critère. Donc faites cet effort de porter cette montre ou faites cet effort de porter cet objet. Là, les gens sont dans une autre dynamique et ils savent que c'est quelque part pour leur bien. Et du coup, elles savent quel est le bienfait de porter et de mesurer, comme je disais tout à l'heure, cette information. Après, est-ce que c'est de façon récurrente? Une montre ou qu'un bracelet qui pourra nous l'apporter? Parce que même si voilà, il y a plein d'applications de téléphone, le téléphone par définition, il y a un moment donné où on le pose, on le laisse dans une veste. Il y en a tout le temps sur nous. La montre, le bracelet pour le coup, à part la nuit. On ne lâche pas.
Oui, on peut l'apporter la nuit. Et on peut aussi. Ouais, mais cet effet affectif, à mon avis, c'est ce qui peut-être provoque ce go-no-go. Quoi qu'il arrive, ça marchera. On aura tous des montres connectées d'ici quelques mois ou années. Mais dans des cas de figure, je pense, de plus en plus bordés. Je sais pas. Oui, messieurs, vous allez poursuivre le débat hors antenne. Pas mal les montres connectées WeSings, nous dit Maxime, même si j'ai encore l'impression que toutes ces montres sont des gadgets. Vous voyez, encore 98%, comme disait tout à l'heure Frédéric, 98% des utilisateurs et du public à conquérir. Belle part de marché en perspective pour tous. Merci à tous les trois, Cédric Hutchings, WeSings, Laurent Levasseur, Blue Linea, à bientôt Laurent, et Arnaud Cassagne, Nobios, Frédéric Berger, Fred Berger, à très vite dans Tech & Co, la rédaction de bfmbusiness.com et de 01net.com tous les soirs à mes côtés. Courte pause.